Le soleil frappait durement la route poussiéreuse alors qu'Amarachi poussait une brouette rouillée remplie de ferraille, ses paumes brûlant sous le poids et la friction. Ses vieilles sandales claquaient contre la route usée, attirant l'attention des passants. Mais elle gardait les yeux baissés, concentrée sur son seul objectif, survivre à cette journée. Alors qu'elle atteignait un coin de rue, des éclats de rire jaillirent d'un SUV Lexus rutilant garé à proximité. « N'est-ce pas Amarachi ?» lança une voix aiguë de femme. « Ah !» Elle est passée de tout à brouetteuse. Amarachi tourna lentement la tête, le cœur lourd. Et ils étaient là, Desmond, son ex, appuyé nonchalamment contre la voiture, et Trisha, sa maîtresse devenue petite amie officielle, la même femme qui portait autrefois les vêtements d'Amarachi et mangeait sa nourriture. Le visage arrogant de Desmond se transforma en un sourire moqueur faussement compatissant. « TSS, regarde ce que la pauvreté t'a fait », dit-il en feignant d'essuyer une larme. Trisha rit plus fort, sortit son téléphone et le pointa sur Amarachi. « On va la mettre sur TikTok. » De princesse à brouetteuse, se moqua-t-elle. Le poids de l'humiliation écrasa Amarachi plus que la brouette ne l'avait jamais fait. Des gens commencèrent à se rassembler, leurs voix se mêlant à la musique forte qui sortait de la voiture de Desmond. Les rires moqueurs semblaient plus forts que les haut-parleurs. Amarachi resta immobile un instant, retenant les larmes qui s'accumulaient dans ses yeux, ses bras tremblants, non pas à cause du poids, mais de la rage, de la douleur et de la honte. Un groupe de jeunes garçons se joignit aux moqueries, scandant « Fille à brouette ! Fille à brouette !» comme s'il s'agissait d'un hymne. Certains prirent des vidéos, d'autres applaudirent et sifflèrent. L'un d'eux lança une bouteille en plastique vide qui heurta la brouette avec un bruit métallique. Mais Amarachi ne dit rien. Elle serra plus fort les poignets en bois et commença à avancer lentement, le regard fixé devant elle, le visage durci. Son corps semblait engourdi, mais son esprit bouillonnait de colère. Si seulement il savait. Si seulement il savait ce qu'elle avait construit en silence. Quel empire l'attendait juste au coin de la rue. Mais non, ils étaient trop enivrés par sa douleur passée pour reconnaître la force qu'elle devenait. Pourtant, sa voix lui faisait défaut. Elle ne voulait pas gaspiller ses mots. Sa revanche était déjà en marche. Les rires continuaient derrière elle, comme un écho qui entrait sa mémoire. Lorsqu'Amarachi arriva au dépôt de ferraille pour livrer sa charge, sa chemise était trempée de sueur et de larmes. Elle confia la brouette au garçon du dépôt et alla s'asseoir derrière un mur. Elle ne pleura pas comme une femme impuissante. Non, elle pleura comme une femme qui avait trop encaissé, qui avait été brûlée tant de fois mais n'avait jamais cédé. Ce rire de Desmond n'était pas seulement un rappel de sa chute. C'était une blessure rouverte, une trahison revécue. Il lui avait autrefois promis le monde lorsque son père était encore en vie, il avait même proposé de l'épouser. Mais dès que le vieil homme était mort et que ses propriétés avaient été saisies dans une querelle familiale, Desmond était devenu froid. Et Trisha, elle, avait été son amie depuis l'université. Comme la loyauté s'était vite transformée en méchanceté. Amarachi essuya ses larmes avec le bord d'un tissu, se leva et sortit un vieux téléphone noir de sa poche. Sur l'écran, il y avait des plans, des pièces de voiture, des projets d'usine et des chiffres. Personne n'avait besoin de savoir. Pas encore. Mais quand le moment viendrait, le monde entier, surtout Desmond et Trisha, saurait que la femme dont il s'était moqué était celle qui possédait les voitures dont il ne pourrait jamais rêver. Le souvenir de Desmond la quittant était quelque chose qu'Amarachi ne pourrait jamais oublier. Pas parce qu'elle l'aimait encore, mais à cause de la manière dont il l'avait fait. Elle venait de rentrer du village après avoir enterré son père, un homme qui possédait autrefois 5 stations-service et 2 compagnies de transport. L'enterrement l'avait laissé sans le sou. Les frères de son défunt père avaient pris toutes ses possessions, ne lui laissant que ses vêtements. De retour à Lagos, elle espérait que Desmond l'accueillerait avec chaleur, peut-être même une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais au lieu de cela, il se tenait à la porte de son appartement, un sac à la main, un sourire narquois sur le visage. « Tu sais que je ne peux pas sortir avec un fardeau, » dit-il froidement. « Tu étais utile quand tu avais de l'argent. Maintenant, tu es un poids. Pars, s'il te plaît. » Amarachi se figea, ses lèvres tremblantes, sa voix perdue sous le choc. « Desmond, tu sais que je viens d'enterrer mon père. Tu sais qu'ils ont tout pris, » murmura-t-elle. Mais il ne s'y a pas. « Ce n'est pas mon problème, » répondit-il en se mettant de côté pour qu'elle sorte.
Et derrière lui, portant l'une des anciennes vestes d'Amarashi, se tenait Trisha, sa meilleure amie. La trahison fut plus douloureuse que tout ce qu'Amarashi avait jamais ressenti. Trisha avait été plus qu'une amie. Elle avait vécu avec Amarashi à un moment donné pendant le service national, lorsque ses propres parents ne pouvaient pas payer le loyer. Amarashi se souvenait avoir partagé sa nourriture, ses vêtements, et même avoir aidé Trisha à obtenir son premier entretien d'embauche. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Derrière ses sourires, Trisha l'avait étudié, attendant le bon moment pour frapper. Desmond n'était pas simplement tombé entre ses mains. Trisha avait poussé Amarashi hors de son chemin. Elle avait chuchoté des choses à Desmond, manipulé des situations, transformant chaque fissure en un canyon jusqu'à ce que la relation s'effondre. Cette nuit-là, Amarashi n'avait nulle part où aller. Elle dormit à un arrêt de bus, serrant son sac contre elle, tremblant de froid et de chagrin. Des chiens errants passaient, et des hommes la regardaient avec avidité. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable. La femme qui autrefois roulait dans la Prado de son père mendiait maintenant de l'eau pure à un vendeur de rue. Mais elle n'était pas morte. Elle n'était même pas tombée malade. Elle avait survécu. Et dans cette survie naquit quelque chose de plus fort, un feu allumé par la trahison et alimenté par l'humiliation. Elle passa les semaines suivantes à squatter chez une cousine éloignée qui tolérait à peine sa présence. La femme de cette cousine faisait souvent des remarques acerbes, assez fortes pour qu'Amarashi les entende, sur les filles sans emploi avec de grands rêves. Elle ne se défendait jamais. Elle se levait avant tout le monde, balayait la cour, lavait des vêtements pour un peu d'argent, et sortait chaque jour chercher des petits boulots. Personne ne voulait embaucher une femme qui avait travaillé dans l'entreprise de son père. On se moquait d'elle quand elle demandait des opportunités. On lui disait de s'humilier. Le pire était de voir Desmond et Trisha sur les réseaux sociaux, exhibant leur amour. Ils dînaient dans des endroits de luxe où elle avait autrefois emmené Desmond lorsqu'elle payait les factures. C'était comme regarder quelqu'un d'autre vivre sa vie, mais souillé par la trahison. Amarashi voulait crier, se battre, mais au lieu de cela, elle endurait. Et en endurant, elle observait, écoutait et construisait quelque chose en silence. Pas de la haine, mais de la résilience. Elle jura que si elle se relevait un jour, ce ne serait pas pour mendier ou s'expliquer. Ce serait pour posséder tout ce qu'il pensait qu'elle avait perdu, et plus encore. Chaque trahison est douloureuse. Mais la trahison par quelqu'un que vous considériez comme de la famille est un couteau qui se tord à chaque respiration. Amarashi était assise sous un arbre près d'un atelier de mécanique, regardant ses paumes éraflées, lorsqu'elle vit une voiture passer. Une Mercedes-Benz rouge, sa couleur préférée, sa marque de rêve. Et derrière la vitre teintée, elle vit Trisha rire pendant que Desmond conduisait. La plaque portait ses initiales. Pas celles de Desmond, ni de Trisha, les siennes. C'était sa vieille Benz, celle qu'elle avait achetée avec son salaire avant la mort de son père. Desmond avait dû falsifier des documents et la transférer à son nom, puis la donner à Trisha. Ce moment brisa quelque chose dans l'esprit d'Amarashi. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture. C'était à quel point les gens pouvaient facilement vous effacer, revendiquer vos victoires, et encore se moquer de votre chute. Trisha tourna brièvement la tête, et leurs regards se croisèrent. Il y eut un éclair de choc, puis un sourire narquois. Trisha leva son iPhone et prit une photo. Amarashi savait ce qui suivrait. Une nouvelle vague de moqueries en ligne, mais cette fois, elle ne s'y a pas. Elle laissa la douleur s'installer dans ses os comme du ciment. C'était son tournant. Ce soir-là, Amarashi se retrouva à regarder un vieux carnet où elle griffonnait autrefois des idées d'affaires. La plupart des pages étaient déchirées ou fanées, mais elle trouva une page intitulée « Amarashi Auto-Empire ». Elle sourit amèrement. Le rêve qui semblait autrefois une plaisanterie devint soudain son salut. Elle ne savait pas comment elle le ferait. Elle n'avait ni argent, ni contact, ni lieu. Mais elle avait des souvenirs. Les souvenirs des enseignements de son père sur les moteurs, les engrenages et les machines. Elle se rappelait comment il disait « Si tu sais construire quelque chose de toute pièce, tu ne seras jamais complètement pauvre ». Amarashi passait ses nuits à faire des recherches sur des téléphones empruntés, à regarder des vidéos sur l'assemblage de voitures, de moteurs et de modèles électriques. Elle commença à approcher des mécaniciens de rue et à apprendre. Au début, ils se moquaient d'elle,
l'appelant « la belle fille qui fait un travail d'homme ». Mais l'un d'eux, un vieil homme nommé Babatunde, vit quelque chose dans ses yeux et accepta de lui apprendre. Elle travaillait sans salaire, nettoyait des pièces graisseuses et passait des heures à écouter le rythme des machines. Dans la saleté et le bruit, elle renaissait. Pendant ce temps, Trisha continuait son défilé de luxe factice en ligne. Elle devint une influenceuse, publiant des photos de vacances payées par des hommes qu'elle appelait ses fans. Mais en coulisses, des fissures commençaient à apparaître. Elle voulait une vie fastueuse, mais Desmond peinait à suivre. Son entreprise faisait face à des audits, et leurs revenus commençaient à diminuer, mais il continuait à faire semblant. Faire semblant était plus facile qu'admettre l'échec. Un jour, Desmond envoya un texto à Amarachi, prétendant prendre de ses nouvelles. Elle l'ignora. Une semaine plus tard, Trisha posta un message cryptique en ligne. « Fais attention à qui tu piétines. Il pourrait devenir ton patron demain. » Amarachi rit. « Trop tard, murmura-t-elle. Car sa première voiture était déjà à moitié terminée. Un hybride construit à partir de ferraille, tenu par la sueur et le génie. Il ne le verrait jamais venir. Cela se passa un lundi matin pluvieux. Amarachi poussait une brouette remplie de tôle de fer dans la rue lorsque la pluie s'abattit sans prévenir. Les gens couraient se mettre à l'abri. Elle non. Elle continuait à pousser sous l'averse. Ses vêtements collaient à sa peau. Son corps tremblait, mais ses yeux brûlaient d'une faim qu'aucune tempête ne pouvait éteindre. Elle atteignit l'atelier et s'effondra sous le toit en zinc, trempé jusqu'aux os. « Tu n'as pas lâché la charge maintenant. La pluie ne tue pas les riches, » aboya Babatunde. Elle rit seulement. Un rire fatigué, froid, défiant. « Monsieur, la pluie n'arrête pas le destin, » dit-elle. Il la fixa longuement, puis s'éloigna. Mais ce jour-là, il l'appela ingénieur Amarachi, pour la première fois. Et ce nom resta. Même les jeunes garçons commencèrent à la respecter. Elle n'était plus seulement une jolie fille. Elle était celle qui savait souder, assembler et calculer le couple comme par magie. La voiture n'était plus un rêve. C'était une mission. Une guerre silencieuse qu'elle prévoyait de gagner sans balles, juste avec de l'acier et de la stratégie. 2 mois plus tard, elle utilisa ses économies et un petit prêt d'un fournisseur local de pièces détachées pour louer un espace de travail caché. Rien de grandiose, juste une enclosure sous un toit en tôle avec du matériel cassé. Elle peignit les murs de ses mains et appela l'endroit Amamotor. Personne n'y croyait, pas même le propriétaire. Mais Amarachi n'avait pas besoin de croyances. Elle avait besoin de résultats. Elle travaillait jour et nuit, construisant en silence. Elle ne postait rien sur les réseaux sociaux. Pas de citations motivantes, pas de fêtes de pitié, pas de promesses, juste de l'action. Le prototype fut prêt en 4 mois. Une voiture urbaine électrique élégante conçue pour les routes difficiles du Nigeria. Lorsqu'elle la testa, même les officiers de police au point de contrôle applaudirent. L'un d'eux dit, construit par un Nigérian. Que Dieu punisse la pauvreté. Ce commentaire resta avec elle. La pauvreté l'avait assez punie. Maintenant, c'était à son tour de rendre l'appareil. Mais l'orgueil trouve toujours un moyen de tester votre force. Ce soir-là, Desmond et Trisha réapparurent, cette fois près du marché principal dans une voiture empruntée. Amarachi livrait une brouette pleine d'aluminium à un client lorsqu'elle les croisa. Trisha hurla de rire, se pencha par la fenêtre et cria « Cette fille à brouette ne se fatigue jamais, tu sais, elle n'a pas de honte. » Desmond rit si fort qu'il renversa sa boisson. Amarachi s'arrêta, se tourna vers eux et les fixa, non pas avec colère, mais avec pitié. Puis elle sourit, un sourire si calme qu'il les déstabilisa. Elle ne dit pas un mot, se retourna et s'éloigna lentement, majestueusement, alors que la pluie recommençait à tomber. Cette fois, elle ne courut pas. Qu'il rit. Un jour, il s'étoufferait avec ce rire. La pièce qu'Amarachi appelait maison n'était rien d'autre qu'un carré de ciment rapiécé avec des murs décolorés et un plafond qui fuyait quand les nuages pleuraient. C'était le genre d'endroit où le silence était plus bruyant que le bruit, où chaque goutte d'eau tombant dans un seau rouillé résonnait comme le tonnerre. Les nuits comme celle-ci, quand son corps souffrait des heures de levage et de soudure, Amarachi s'asseyait sur un matelas nu récupéré dans une décharge à proximité. Son dos appuyé contre le mur humide, elle fixait le vide.
L'odeur de kérosène de son petit réchaud flottait dans l'air. Ce soir-là, la pluie était implacable, et elle n'avait plus de récipient en plastique pour recueillir les gouttes. Sa couverture était humide, et son dernier sachet d'eau pure était tiède d'être resté trop longtemps près du réchaud. Elle le serra contre sa poitrine, essayant de prétendre que c'était du réconfort, essayant d'oublier qu'il y a seulement 2 ans, elle dormait sur un lit king size dans une maison avec des lumières de sécurité, des draps frais et des climatiseurs bourdonnant doucement dans la nuit. Maintenant, elle avait à peine la paix. Même les moustiques refusaient de la laisser tranquille. Mais la pire douleur n'était pas physique. C'était mental. Amarachi rejouait le rire de Desmond dans sa tête comme une cassette cassée. Chaque mot qu'il avait dit ce jour-là au bord de la route poignardait sa fierté à répétition. Elle se souvenait comment il lui tenait la main, comment il l'appelait sa reine dorée, et comment Trisha lui envoyait des versets bibliques et des messages vocaux doux. Tout était mensonge, tout était un piège pour la trahison qu'elle n'avait jamais vu venir. Dans cette petite pièce, il n'y avait ni mensonge ni amour, juste la vérité. Le genre de vérité qui vous brise mais vous construit aussi. Elle se leva et ouvrit son tiroir, une petite boîte en bois avec une photo de son père, les dessins de voitures qu'elle avait fait au cours de l'année passée, et un dossier intitulé « Ama Motor Phase 2 ». Ses doigts tremblaient en touchant le papier, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que c'était sa seule forme d'espoir. Son visage, luisant de larmes, se tourna vers un miroir fissuré dans un coin. Elle se regarda dans les yeux et murmura « Ils ont ri de ma brouette, mais bientôt ils marcheront pour mendier pendant que je passerai en voiture en silence. » Le lendemain matin, Amarachi se leva avant l'aube. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours, mais elle se poussait, car abandonner n'était jamais une option. En sortant, elle vit 2 femmes du quartier parler à voix basse. « Cette fille qu'il moque toujours, » dit l'une. « Elle fait un travail de mécanicien comme un homme, qui va l'épouser. » Elles rirent. Amarachi passa devant elle sans dire un mot. Elle n'avait pas le temps de discuter avec des esprits étroits. Elle absorbait tout. Chaque chuchotement, chaque insulte, et les stockait comme du carburant. En marchant vers l'arrêt de bus, ses sandales trempées dans la rosée matinale, elle vit une Range Rover passer. Le conducteur klaxonna et fit un signe. C'était Trisha. Amarachi croisa son regard et hocha la tête. Trisha leva son téléphone et prit une autre photo. Probablement un autre post TikTok. Amarachi sourit intérieurement. Qu'ils enregistrent, pensa-t-elle. Qu'ils archivent leur propre disgrâce. Quand Amarachi arriva à l'atelier ce jour-là, elle sentit la faim ramper dans son cou comme de la fumée. Mais elle ne se plaignit pas. Elle enleva sa combinaison de travail du crochet, noua un foulard sur ses cheveux et marcha directement vers Babatunde, qui resserrait les boulons d'un essieu. Il ne la salua pas. Il hocha simplement la tête, et elle répondit de même. C'était leur rythme. Dans cet espace, elle n'était pas une femme. Elle n'était pas une victime. Elle était une apprentie, une soldate de métal et de graisse. Vers midi, son estomac grogna si fort que le garçon à côté d'elle s'arrêta. « Tanti, tu n'as pas mangé ?» demanda-t-il. Amarachi sourit faiblement. « Je jeûne, mentit-elle. » Mais la vérité était qu'elle n'avait plus rien. Pas même un sachet de Gary. Ce soir-là, elle rentra dans sa chambre, ouvrit le tiroir et sortit le collier de son père. La seule chose de valeur qu'il lui restait. C'était de l'or, du vrai or, un héritage familial que son père lui avait donné lorsqu'elle avait obtenu son diplôme universitaire. Elle le serra, l'embrassa et murmura « Pardonne-moi, papa ». Puis elle l'enveloppa dans un tissu blanc et se rendit dans un pawn shop à Ojulegba. Le pawn shop était tenu par un petit homme cupide qui pesa le collier comme s'il inspectait un insecte mort. « Je te donne 45 000, dit-il nonchalamment. Amarachi haussa un sourcil. « Ce collier vaut plus de 150 000. » L'homme haussa les épaules. « Tu vends ou pas? C'est le marché ici. » Elle resta là, bouillonnant de rage, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit l'argent. Cela semblait comme si une partie de son âme était arrachée en regardant l'homme jeter le collier dans un tiroir comme un déchet. Elle utilisa 5 000 Nera pour acheter des provisions qui pourraient durer 2 semaines. Du riz, des haricots, de l'huile et une miche de pain. Puis elle dépensa 10 000 pour acheter des gants de soudure et des bottes de protection. Les 30 000 restants furent placés dans ses économies pour un générateur. Son petit atelier n'avait pas d'électricité,
et elle avait besoin d'énergie pour continuer le projet de voiture. Cette nuit-là, elle cuisina du riz jollof sur son petit réchaud, s'assit par terre et mangea en silence. Elle s'autorisa à ressentir de la fierté. Elle finançait son rêve, un sacrifice à la fois. Et chaque morceau d'elle-même qu'elle abandonnait construisait quelque chose qu'il ne pourrait pas lui enlever. Dans les jours qui suivirent, le visage d'Amarashi commença à changer, non pas en beauté, mais en férocité. Ses yeux se durcirent, son dos se redressa. Les mécaniciens la saluaient désormais avec respect. Même les fournisseurs commencèrent à lui offrir des pièces à crédit. Elle n'était plus la belle fille qui mendiait des restes. Elle devenait une force. À la fin du mois, elle acheta un générateur d'occasion. Il rugissait comme une bête blessée, mais il fonctionnait. Maintenant, elle pouvait souder la nuit. Pendant que les autres dormaient, elle travaillait. Pendant que les autres riaient devant des sketchs comiques, elle étudiait les pièces de voiture et les formules de conception. Et à travers tout cela, elle ne disait rien à personne. Pas de publications sur les réseaux sociaux, pas de citations motivantes, pas de légende « Regardez-moi me relever ». Son silence était sa stratégie, car Amarashi ne construisait pas pour les applaudissements. Elle construisait pour la confrontation. L'atelier devint son monde, son champ de bataille, son sanctuaire. Sous le soleil brûlant de Lagos, au milieu de l'odeur d'huile de moteur et de pneus usés, Amarashi découvrit le genre de force que la douleur éveille. Elle travaillait avec la discipline de quelqu'un qui n'avait rien sur quoi se reposer, car elle n'avait rien. Chaque partie de sa vie dépendait de cet atelier. Sa santé mentale, son avenir, sa vengeance. Elle aidait maintenant les clients à réparer plus que leur voiture. Elle s'occupait des diagnostics, des reconstructions de moteurs, et même de l'assemblage de pièces pour les opérateurs de transport. Le nom Amamotor commença à circuler en chuchotement parmi ceux qui valorisaient la qualité plutôt que la marque. Certains clients, choqués de voir une femme diriger un travail aussi technique, essayaient de la rabaisser, mais ses résultats les faisaient taire. Ses doigts, autrefois doux et soignés, étaient maintenant rugueux et calleux. Sa peau portait les marques de brûlure et de bleu, mais sa fierté ne les montrait jamais comme une faiblesse. Au contraire, c'étaient des médailles. Chacune un rappel qu'elle se battait pour quelque chose de plus grand. Pendant que l'atelier grandissait, la vie de Desmond s'effondrait. Son entreprise avait été mise sur liste noire à cause d'irrégularités financières. Ses investisseurs s'étaient retirés. Trisha, incapable de faire face à la pression, se retourna contre lui. Leurs disputes devinrent des scandales publics. Pourtant, ils maintenaient tous les deux leur façade sur les réseaux sociaux, publiant constamment de vieilles photos de vacances, réutilisant du contenu, prétendant que tout allait bien. Mais les fissures devenaient visibles. Les mêmes personnes qui louaient autrefois Trisha commençaient à se moquer d'elle. Les commentaires devenaient plus méchants. Amarashi voyait tout, non pas parce qu'elle les traquait, mais parce que des gens lui envoyaient les publications en la suppliant de répondre. Elle ne le fit jamais. Sa revanche n'était pas en ligne. Elle était dans le silence de son progrès. Un après-midi, Desmond passa devant son atelier sans le savoir. Sa voiture tomba en panne à quelques rues de là. Amarashi passa devant lui avec deux hommes portant des pièces de voiture. Il la regarda, confus, presque comme s'il avait vu un fantôme. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, elle passa sans cligner des yeux. Pas de mots, juste une présence. Cette nuit-là, Amarashi retourna à son atelier et se tint devant son prototype, un SUV électrique élégant conçu pour le terrain africain. La carrosserie était terminée, le moteur prêt. Il ne restait qu'un test. Elle passa sa main sur le capot et murmura, qu'il rit encore. Mais quand j'arriverai, ce ne sera pas dans une brouette. Ce sera dans quelque chose qu'ils ne pourront jamais se permettre de toucher. Son téléphone vibra. C'était un message d'un investisseur basé à Lagos qui avait vu ses plans via un fournisseur. Il voulait visiter son atelier. Amarashi sourit. « Commençons », répondit-elle. Car la vraie tempête arrivait, et cette fois, c'était elle qui contrôlait le temps. La visite de l'investisseur de Lagos ne fut pas accompagnée de fanfares. Il arriva dans une Toyota Camry délavée aux pneus poussiéreux, avec une mallette remplie de papier, pas de fierté. Il s'appelait Monsieur Lawson, un homme discret aux yeux perçants et à l'attitude prudente de quelqu'un qui avait vu trop de rêves s'effondrer. Quand il entra dans l'atelier et vit le prototype d'Amarashi, il s'arrêta longuement,
marchant lentement autour, examinant chaque coin. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de s'accroupir pour inspecter le châssis. « Vous avez construit ça de toutes pièces ?» demanda-t-il finalement. Amarashi hocha la tête, les mains jointes derrière le dos. Elle expliqua le concept, la configuration de la batterie, la conception de la suspension pour les nids de poules nigérians, et les pièces sourcées localement. Les yeux de M. Lawson se plissèrent de surprise. « Et vous avez fait tout ça sans diplôme technique ?» Elle sourit. « J'ai un diplôme de l'Université de l'expérience, mention très bien en douleur. » Il rit, mais il était clairement impressionné. Il demanda un essai routier. Amarashi retint son souffle alors qu'il montait, démarrait le moteur et conduisait autour du terrain. Quand il revint, il enleva ses lunettes, la regarda dans les yeux et dit « Nous allons construire quelque chose de grand, mademoiselle Amarashi. Mais vous devez rester silencieuse jusqu'à ce que le moment soit venu. » Le partenariat fut discret. Monsieur Lawson ne voulait ni médias ni bruit, et Amarashi non plus. Il transféra des fonds petit à petit, observant comment elle utilisait chaque Naira, et elle ne le déçut pas. Chaque kobo fut dépensé pour agrandir son atelier, embaucher 2 ingénieurs automobiles expérimentés et commander des outils de qualité. Le prototype fut affiné, poli et amélioré pour la durabilité. Lawson fit venir un stratège de marque qui conseilla de lancer sous un nom de marque neutre à consonance étrangère pour attirer le marché haut de gamme. Amarashi accepta, à une condition. L'entreprise resterait 100% nigériane et chaque unité de production emploierait des locaux. Lentement, l'entreprise passa d'un atelier de coin à une usine cachée juste à l'extérieur de Lagos. Amarashi, toujours en bottes de travail et combinaison, restait invisible pour le public. Elle ne s'intéressait pas à la notoriété. Son pouvoir n'était pas dans le fait d'être vue. Il était dans le fait de faire des mouvements sans bruit. Le personnel la respectait, craignait sa précision et admirait son éthique de travail. L'un d'eux l'appela la Dame de Fer, et le nom resta. En ville, des rumeurs commencèrent à circuler sur une nouvelle marque de voitures qui bouleversait le marché. Elles étaient durables, abordables et parfaitement adaptées au terrain nigérian. Les gens pensaient que c'était un projet d'investisseurs étrangers. Personne ne faisait le lien avec la jeune femme autrefois moquée pour pousser une brouette. Amarashi observait de loin alors que les clients louaient les véhicules. Les politiciens s'enquéraient de la marque, et les concurrents s'efforçaient d'égaler ses prix. Pourtant, elle ne disait rien. Elle continuait à marcher tête baissée en public, portait des vêtements simples, poussait encore des chariots quand nécessaire. Mais derrière l'humilité se développait un empire de plusieurs millions de Naira en silence. Parfois, la nuit, elle se tenait dans un coin de sa nouvelle usine et murmurait pour elle-même. Ils ont ri de moi. Maintenant, ils conduisent mon rêve. Ce n'était pas encore le moment de la revanche. Mais l'heure tournait. Le jour où son premier véhicule officiel sorti de la chaîne de production fut celui où Amarashi s'autorisa enfin à pleurer. Pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond. De la fierté. Du soulagement. De la justice. Elle se tenait devant le SUV noir mat, ses phares clignotant comme des yeux pleins de détermination. Le personnel applaudit. Monsieur Lawson lui tendit les clés. « Vous méritez de conduire le premier », dit-il. Mais Amarashi secoua la tête. « Non, je veux que quelqu'un qui comprend la souffrance le conduise en premier. » Elle choisit une femme locale qui vendait des plantains rôtis au bord de la route. Quelqu'un qui lui avait autrefois donné de la nourriture gratuite quand elle ne pouvait pas se permettre une seule tranche d'igname. La femme sanglota en s'asseyant sur le siège luxueux, encore dans son pagne et son tablier. « Je n'ai jamais été dans une voiture comme ça de ma vie », murmura-t-elle. Amarashi s'assit à côté d'elle et dit doucement « Maintenant, vous y êtes, et elle est à vous gratuitement pendant 1 mois. » Les médias s'emparèrent de l'histoire, et les blogs commencèrent à rapporter sur la mystérieuse patronne qui donnait des voitures à des gens ordinaires. Pourtant, son identité restait cachée. Elle le voulait ainsi pour l'instant. Les commandes affluaient. Les compagnies de transport, les particuliers et même les fonctionnaires du gouvernement commencèrent à demander des unités personnalisées. Amarashi embaucha plus de travailleurs, forma de jeunes apprenants et continua de superviser chaque détail. Ama Motor connut une croissance exponentielle en 6 mois. Les profits affluaient, mais elle ne changea jamais son mode de vie. Elle louait toujours la même chambre,
mangeait des repas simples et portait des vêtements simples. La seule chose qui changea fut la confiance dans sa voix et le feu dans ses yeux. Son personnel se demandait souvent pourquoi elle ne souriait jamais sur les photos ou n'assistait pas aux soirées de lancement, mais il ne connaissait pas la douleur qu'elle portait encore. Amarachi n'avait pas oublié ce jour au bord de la route. Les rires, l'enregistrement, la honte. Et tant qu'elle ne se tiendrait pas à nouveau devant Desmond et Trisha, cette fois non pas comme une victime, mais comme une reine, son histoire resterait incomplète. Elle ne construisait pas des voitures pour le luxe. Elle construisait des armes de justice poétique. Et la guerre ne faisait que commencer. Puis vint la plus grande percée. Un investisseur silencieux d'Afrique du Sud la contacta via Monsieur Lawson. Il voulait internationaliser Ama Motor. Amarachi refusa de vendre des parts, mais accepta de fournir des véhicules à Johannesburg pour un essai. Les voitures passèrent tous les tests de résistance. Soudain, sa boîte de réception fut inondée de demandes de concessionnaires. Les gens voulaient rencontrer le génie mystérieux derrière la marque. Monsieur Lawson demanda « Êtes-vous prête à montrer votre visage maintenant ?» Amarachi réfléchit profondément et secoua la tête. « Pas encore. Je veux que ma première apparition publique soit au bon moment. Et croyez-moi, le moment viendra. » Elle avait un plan qui impliquait une scène, une foule, et 2 personnes qui n'oublieraient plus jamais son nom, Desmond et Trisha. Il s'était moqué de sa brouette. Maintenant, il paierait pour chaque rire, chaque insulte, chaque trahison. Et la facture était largement en retard. Le jour du lancement arriva discrètement. Pas de publicité tapageuse, pas d'endossement de célébrité, juste une salle d'exposition avec un nom simple, AAX Auto Hub. C'était élégant, moderne, et situé au cœur de Victoria Island. Amarachi arriva la nuit, portant une casquette et un sweat à capuche, et se tint de l'autre côté de la rue, regardant les gens entrer. Les influenceurs prenaient des photos à l'entrée, et les clients riches inspectaient les véhicules avec admiration. « Cette voiture est solide. Fabriquée au Nigeria ?» demanda un homme. « Oui », répondit le représentant des ventes, 100% ingénierie nigériane. La fierté dans cette réponse fit vibrer la poitrine d'Amarachi. Elle l'avait fait, mais son visage n'était toujours pas sur aucune bannière. Elle ne voulait pas que son histoire devienne virale pour inspirer la pitié ou la notoriété. Elle voulait qu'elle frappe uniquement au bon moment. En se tournant pour partir, ses yeux croisèrent une silhouette familière, Desmond. Il passait devant la salle d'exposition, discutant au téléphone, sa chemise partiellement déchirée, ses chaussures poussiéreuses. Il semblait épuisé. Les yeux d'Amarachi se plissèrent. Le lion s'affaiblissait. C'était presque l'heure de la chasse. À son insu, Desmond venait d'être licencié de son emploi dans une entreprise de fintech. Après plusieurs allégations de fraude interne, beaucoup liées aux dépenses excessives de Trisha, l'entreprise l'avait laissé partir. Trisha avait également commencé à s'éloigner. Elle passait maintenant son temps avec des promoteurs de clubs et des hommes doux qui lui promettaient des voyages. L'appartement qu'elle partageait avec Desmond était sur le point d'être repris. Desmond n'avait aucune idée que la femme dont il avait supprimé le numéro et dont il avait brisé la dignité était maintenant celle qui fournissait les voitures garées dans la rue qu'il ne pouvait plus se permettre de fouler. Mais la vie a une manière de revenir en cercle. Une semaine plus tard, désespéré et confus, Desmond entra dans AAX Auto Hub pour demander un emploi. Il portait un vieux costume et une mallette délavée. Amarachi, qui avait installé des caméras dans toutes ses agences, regarda les images depuis son bureau avec un calme glacial. Elle ne bougea pas. Elle prit simplement son téléphone et appela la réceptionniste. « Dites-lui d'attendre. Je serai là bientôt. » Puis elle s'habilla, non pas en combinaison habituelle, mais dans un costume noir taillé sur mesure avec des talons qui claquaient comme l'autorité sur le marbre. Ses cheveux étaient relevés, son visage nu mais royal. Elle entra dans la salle d'exposition, et tous les regards se tournèrent vers elle. Quand Desmond leva les yeux et la vit, il se figea. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si les mots l'avaient abandonné. Amarachi ne sourit pas. Elle ne cria pas. Elle s'assit simplement en face de lui et posa une question. « Pourquoi es-tu ici ?» Desmond bégaya. « Amara, je ne savais pas. » Elle leva la main pour le faire taire. « Tu as ri de ma brouette. Tu l'as filmée. Tu m'as appelé inutile. »
Le silence dans la pièce était assourdissant. Maintenant, je possède cette entreprise. Et tu es ici pour mendier un emploi. Desmond baissa les yeux, honteux. Amarachi se pencha, sa voix comme de la glace. Laisse-moi y réfléchir. Je te recontacterai. Puis elle se leva, se retourna et s'éloigna. À cet instant, il réalisa qu'elle était devenue intouchable. Les jours qui suivirent la rencontre humiliante de Desmond à AX Auto Hub furent remplis d'un silence étouffant. Amarachi ne le rappela jamais. Il attendit. Il retourna à la salle d'exposition 2 fois, seulement pour qu'on lui dise qu'elle n'était pas disponible. Sa fierté se dissolvait lentement comme du sucre dans l'eau chaude, laissant un arrière-goût amer dans son âme. Pendant ce temps, sa vie continuait de s'effondrer. La banque envoya un avis de saisie. Sa voiture fut saisie pour des prêts non remboursés. Trisha, frustrée par la baisse de niveau de vie, commença à rentrer tard, revenant avec de nouveaux parfums qu'il ne pouvait pas se permettre de lui offrir. Une nuit, elle le regarda dans les yeux et dit « Je ne vais pas souffrir avec toi, Desmond. Je n'ai pas quitté Amarachi pour devenir fauché avec toi. » Ces mots brisèrent le dernier morceau d'ego auquel il s'accrochait. Il la gifla en réponse, pour la première fois, et elle riposta en brisant une bouteille contre le mur. Les voisins entendirent la dispute. Le lendemain matin, elle était partie, le laissant avec des dettes, un appartement vide et une réputation entachée d'échecs. Desmond comprit enfin ce que signifiait être abandonné. Pas quand vous êtes déjà brisé, mais quand les gens vous considèrent comme inutile. Amarachi, cependant, restait calme. Elle ne publiait pas sur son succès. Elle ne se vantait pas. Elle continuait simplement à construire. Mais son silence était intentionnel, stratégique. Elle voulait voir jusqu'où Desmond tomberait avant le coup final. Un après-midi, elle était assise dans son bureau, regardant une vidéo envoyée par un membre de son personnel. C'était Trisha, en direct sur Instagram, se moquant des hommes sans emploi qui perdent tout à cause de « petit Nash ». Les commentaires étaient brutaux, certains rappelant à Trisha comment elle avait autrefois profité d'Amarachi. Amarachi rit et secoua la tête. Trisha s'effondrait publiquement. Desmond mourait en privé. Ce n'était qu'une question de temps. Son assistante entra et l'informa que Desmond avait demandé un prêt auto via une autre entreprise. Amarachi avait désormais un contrôle silencieux sur cette entreprise aussi. Elle signala la demande, la rejeta et prit note. Attends qu'il soit à genoux. Elle ne faisait pas cela pour les applaudissements ou les likes. Elle le faisait pour chaque femme qui avait été moquée pour être tombée, pour chaque trahison restée impunie. Sa douleur s'était transformée en but. La nuit, elle fixait le plafond de son nouvel appartement Penthouse, dans lequel elle avait emménagé discrètement, sans caméra, sans influenceur. C'était élégant, minimaliste, et construit avec sa sueur. Depuis le balcon, elle pouvait voir la ville qui l'avait autrefois moquée. Ses pensées vagabondaient vers la première nuit où elle avait dormi sur un banc, vers les hommes qui s'étaient moqués d'elle, vers le jour où elle avait vendu le collier de son père. « Mon Dieu, murmura-t-elle, regardez ce que la douleur a fait de moi. » Elle n'avait toujours pas raconté son histoire publiquement. Le monde savait seulement qu'il y avait une femme brillante derrière AX Auto Hub, mais pas qui elle était. Mais elle gardait ce moment, le jour où elle se dévoilerait en pleine gloire, non pas pour se vanter, mais pour graver dans la mémoire de ceux qui avaient essayé de l'effacer. Et le feu était presque prêt. Desmond n'avait jamais goûté à ce genre de désespoir auparavant. Pas même pendant ses jours à l'université lorsqu'il devait emprunter des manuels ou se faufiler dans les salles d'examen. C'était différent. C'était un désespoir au niveau de l'âme. Il était assis sur un tabouret dans un petit buca, ses vêtements froissés, son visage non rasé, sirotant du gari avec une cuillère. Le propriétaire du buca eut pitié de lui et lui offrit une soupe au poivre gratuite. Il hocha la tête, honteux, incapable de refuser. Il avait tout essayé. Appel à froid à de vieux amis, candidature à des emplois, même supplié un ancien patron qui avait maintenant bloqué son numéro. Trisha était partie. Son numéro ne passait plus. Ses réseaux sociaux la montraient dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Il n'avait personne. Il essaya de vendre sa montre, celle qu'Amarachi lui avait autrefois achetée, mais elle était fausse. Le centre commercial la refusa.
Un soir, il s'assit au bord de la route et vit un enfant pousser une brouette. Pendant un instant, il pensa que c'était Amarachi. Sa poitrine se serra. Puis l'enfant se tourna, et il réalisa que ce n'était pas elle, juste un autre hustler. Mais le souvenir de ce jour, de cette brouette, revint en force. La moquerie, l'orgueil, l'erreur. Il vivait maintenant dans le monde même dont il s'était moqué. Il retourna à AAX Auto Hub une fois de plus. Cette fois, pas pour un emploi, mais pour supplier. Amarachi était en réunion, mais lorsqu'elle fut informée, elle fit une pause. « Laissez-le attendre, dit-elle. Laissez-le attendre des heures comme j'ai attendu la clémence. » Elle le fit attendre jusqu'à ce que le soleil se couche. Quand elle entra enfin dans la pièce, elle ne s'assit pas. Elle se tint devant lui, imposante comme une reine, vêtue d'un costume bordeaux, ses yeux froids mais indéchiffrables. Desmond se leva aussi, ne sachant pas s'il devait s'agenouiller ou pleurer. « S'il te plaît, commença-t-il. J'étais stupide. J'ai tout perdu. Trisha est partie. Je ne demande même plus un emploi. Je veux juste parler, dire que je suis désolée. » Amarachi ne s'y a pas. « Tu es désolée ?» répéta-t-elle, presque comme si elle goûtait le mot. « Sais-tu que j'ai mangé de la nourriture avariée pendant que toi et Trisha buviez du vin? Sais-tu que j'ai dormi sur du béton pendant que tu l'emmenais à Dubaï avec ma voiture? Tu n'étais pas seulement cruel. Tu en étais fier. » Les yeux de Desmond s'embuèrent. « Je sais. J'ai honte. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. S'il te plaît, n'importe quoi. » Amarachi pencha la tête. « Tu veux de l'aide? » Il hocha la tête rapidement. « Alors travaille pour ça, dit-elle. Reviens demain. Tu seras nettoyeur. Uniforme, carte d'identité, tout. Tu nettoieras la salle d'exposition que tu as autrefois moquée. » Le lendemain matin, il se présenta à 6 heures, portant l'uniforme bleu de nettoyeur. Les membres du personnel le regardaient, certains choqués, d'autres amusés. Amarachi l'ignora complètement ce jour-là. Pas de traitement spécial, pas de reconnaissance. Il nettoya les sols, lava les toilettes et essuya les murs. À l'heure du déjeuner, il s'assit seul, la tête baissée, refusant de croiser le regard de quiconque. Amarachi l'observa sur la vidéosurveillance et ne dit rien. Il ne s'agissait pas d'humiliation. Il s'agissait de justice. Elle ne voulait pas le faire souffrir pour le sport. Elle voulait qu'il ressente ce que signifiait repartir de la poussière, reconstruire sans raccourci. Elle n'avait pas fini. Pas tant que Trisha ne reviendrait pas et n'affronterait pas son propre jugement. Trisha revint, non pas avec éclat, mais avec échec. Après avoir passé des mois à parader avec différents hommes, elle avait finalement épuisé son charme et sa chance. L'homme chez qui elle logeait à Lekki la surprit en train de flirter avec son chauffeur et l'a mis dehors. Elle finit par retourner chez sa sœur, brisée, fauchée et amère. Elle n'avait pas parlé à Desmond depuis des semaines et supposait qu'il était passé à autre chose. Un après-midi, en parcourant Instagram, elle vit un post viral, choquant, l'ex-petite amie de la PDG d'AAX repérée travaillant comme nettoyeur dans sa salle d'exposition. Trisha cligna des yeux, confuse. Puis elle zooma sur la photo. C'était Desmond, dans un uniforme bleu, en train de laver le sol. Sa mâchoire tomba. « Amarachi », murmura-t-elle. « Impossible. » La fille à la brouette pouvait-elle vraiment être la propriétaire de l'empire automobile qui faisait les gros titres? La panique la saisit. Elle se souvenait de toutes les insultes, de toutes les vidéos TikTok, des rires, de l'humiliation publique. Elle savait que si c'était vrai, sa propre chute viendrait ensuite. Elle s'habilla immédiatement et se rendit à la salle d'exposition, portant des talons et des vêtements de créateurs contrefaits. Elle entra comme si elle possédait l'endroit. Mais dès qu'elle franchit la porte, le personnel la reconnut. Des murmures flottaient. Amarachi, informé de son arrivée, prit une profonde inspiration. « Laissez-la entrer. » Trisha entra dans son bureau avec un sourire nerveux. « Amara, ma chérie, je suis juste venue dire bonjour. Waouh, tu te débrouilles bien. » Amarachi ne leva même pas les yeux. « Assieds-toi. » Trisha s'assit, jambes croisées, voix tremblante. « Écoute, à propos de tout ce qui s'est passé, j'ai été mal guidée. Desmond m'a menti.
Il a dit que tu l'avais abandonné, que tu le trompais. Assez, coupa Amarachi, ses yeux se verrouillant enfin sur les siens. Tu m'as trahi. Tu as vécu dans ma maison. Tu as porté mes vêtements. Puis tu as pris mon homme et tu as ri quand je suis tombé. Le sourire de Trisha fondit. J'étais jeune, stupide. Je ne voulais pas. Mais tu l'as fait, dit Amarachi. Tu as voulu chaque rire, chaque vidéo, chaque mot, et maintenant tu es ici pourquoi? Trisha resta silencieuse. Ses lèvres tremblaient. M'excuser et peut-être voir si je peux travailler avec toi. Le rire d'Amarachi était doux, lent et tranchant. Travailler avec moi. Elle se leva. Tu ne peux même pas marcher dans mon ombre. Puis elle appuya sur un bouton sur son bureau. Un écran derrière elle s'alluma, montrant l'ancienne vidéo virale que Trisha avait enregistrée, celle où elle se moquait d'Amarachi poussant une brouette. Tu te souviens de ça? Demanda Amarachi. Trisha couvrit son visage. S'il te plaît, ne montre pas ça. Oh, c'est déjà diffusé, dit Amarachi froidement. Ça joue dans toutes nos salles d'exposition aujourd'hui. Nos clients regardent pour qu'ils sachent d'où je viens. Trisha se leva, paniquée. Amara, je t'en prie. Mais Amarachi resta calme. Tu devrais partir maintenant avant que j'appelle la sécurité. Trisha hésita, les yeux brillants, puis se tourna et partit, humiliée. Amarachi expira. Elle avait attendu des années pour cela. Et maintenant que ça arrivait, ce n'était pas doux. C'était satisfaisant, non pas parce qu'elle leur avait fait mal, mais parce qu'ils avaient vu son ascension. Et le meilleur, c'est qu'elle n'avait pas fini. La vidéo devint virale en quelques heures. Les clients s'arrêtaient dans les salles d'exposition d'AX Auto Hub à Lagos, Abuja et Port Harcourt alors qu'un écran diffusait le clip désormais célèbre d'Amarachi moqué en train de pousser une brouette, suivi de son dévoilement en tant que PDG mystérieuse derrière la marque automobile la plus en vogue du pays. C'était une tempête parfaite de timing et de choc. Le contraste entre les images de la brouette et celles d'elle en costume marchant dans son usine, discutant avec des ingénieurs et s'adressant à des investisseurs étrangers, était si frappant que cela devint le sujet de conversation du Nigeria. Les hashtags comme hashtag de la brouette et à la richesse, hashtag Amarachi la patronne et hashtag de la honte et à la gloire firent fureur pendant des jours. Les influenceurs l'analysèrent, les talk-shows le disséquèrent, et les conférenciers motivants le copièrent. Mais pour Amarachi, ce n'était pas un coup médiatique. C'était une exposition, brute et délibérée. Elle voulait que les gens voient à quel point le monde pouvait être cruel et à quel point le silence et le travail acharné pouvaient devenir puissants. Elle voulait forcer la société à regarder la réalité de la trahison et de la résurrection. Et Desmond et Trisha étaient maintenant des symboles, non pas de succès, mais d'échec par la moquerie. Les retombées furent immédiates. Les derniers contrats d'influenceuse de Trisha furent annulés. Les marques ne voulaient pas que leur nom soit associé à quelqu'un qui se moquait d'une femme en souffrance. Ces sections de commentaires étaient remplies de malédictions. Les gens repostaient la vidéo qu'elle avait autrefois publiée fièrement, celle moquant Amarachi, avec des légendes comme « Voilà à quoi ressemble la jalousie » et « C'est pourquoi il ne faut jamais rire des luttes de quelqu'un ». Trisha se cacha. Même sa sœur refusa de l'héberger à nouveau, invoquant l'embarras. Desmond, déjà nettoyeur, ne pouvait plus regarder personne dans les yeux. Les clients commençaient à chuchoter à son sujet lorsqu'ils le voyaient laver les sols. N'est-ce pas l'ex qui l'a quitté pour son ami? Regarde comment le karma l'a rattrapé. La honte le rongeait comme de l'acide. Un matin, il approcha Amarachi en privé. Il s'agenouilla à l'arrière de la salle d'exposition, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, je suis prêt à faire n'importe quoi pour gagner ton pardon. Je sais que je ne mérite pas ta clémence, mais je suis profondément désolé. » Amarachi le regarda longuement et demanda doucement. « Sais-tu ce que ça fait d'enterrer sa fierté et de pousser une brouette, sachant que les gens qui prétendaient t'aimer se moquent de toi ?» Il sanglota. « Maintenant, je sais. » Mais Amarachi n'était plus la fille brisée qui pleurait en silence. Elle était une femme avec du pouvoir, un but et une position. Elle ne se précipita pas pour pardonner. Elle ne publia pas de message de pitié. Elle dit simplement « Continue de travailler. Peut-être qu'un jour tes mains porteront l'honneur comme elles ont autrefois porté la trahison. » Et sur ce, elle s'éloigna. Tout le personnel commença à la voir différemment.
Il ne la respectait pas seulement. Il la vénérait. Ce n'était plus seulement une question de richesse. C'était une question d'héritage. Amarachi réécrivait le récit de la dignité, de l'endurance et du retour. Son histoire n'était plus un secret. C'était une torche, et elle mettait le feu à chaque coin de moquerie et d'injustice. Les organisateurs du plus grand sommet entrepreneurial du Nigeria invitèrent Amarachi à prendre la parole. Initialement, elle refusa. Elle détestait les micros, les scènes et les caméras. Mais M. Lawson l'encouragea. « Ce n'est pas pour vous, dit-il. C'est pour les millions de filles qui regardent, pensant que la souffrance est la fin de leur histoire. » Après réflexion, Amarachi accepta, à une condition. Desmond et Trisha devaient être invités, pas par leur nom, mais anonymement. Elle organisa cela via l'équipe de relations publiques, fournissant leurs coordonnées et leur offrant des places VIP exclusives pour une opportunité majeure de réseautage commercial. Aucun d'eux ne savait que c'était un piège, un moment de tapis rouge, non pas pour leur élévation, mais pour leur révélation. Le jour arriva. La salle était pleine. Les géants de l'industrie, les célébrités, les journalistes et les entrepreneurs en herbe occupaient chaque siège. Amarachi monta sur scène dans un costume sur mesure, le tissu élégant mais sobre. La foule se leva pour applaudir, non pas parce qu'elle était célèbre, mais parce que son histoire avait touché quelque chose en eux que l'argent ne pouvait acheter. Elle commença par le silence. Puis elle parla. Il fut un temps où je poussais une brouette sous la pluie. J'ai été moquée, filmée, publiée et humiliée. Pas par des étrangers, mais par des gens que j'ai nourris, aimés et en qui j'avais confiance. La salle devint silencieuse. Ils ont ri de ma chute, mais ils ne savaient pas que j'apprenais à me relever. Elle diffusa la vidéo, celle que Trisha avait enregistrée. Elle remplit l'écran LED géant derrière elle. Des exclamations résonnèrent dans la salle, puis elle s'écarta, laissant la vidéo s'effacer pour montrer une photo d'elle debout à côté de son premier SUV électrique. Cette brouette appartient désormais à l'histoire, dit-elle, car la douleur m'a poussée vers un but, et la revanche est venue silencieusement avec des intérêts. Les applaudissements furent tonitruants, mais Amarachi n'avait pas fini. Elle se tourna vers le public et dit « Si vous êtes ici et que vous savez que vous avez déjà moqué la lutte de quelqu'un, faites attention. Vous pourriez être à genoux devant eux demain. » Alors que la foule se levait pour applaudir, la caméra zooma sur deux visages dans la section VIP, Desmond et Trisha. Ils étaient figés. Les yeux de Trisha étaient écarquillés d'incrédulité, ses lèvres tremblantes. Desmond fixait le vide, pâle et sans souffle. Les gens autour d'eux commencèrent à chuchoter. Des téléphones se levèrent. Des photos furent prises. Amarachi croisa leurs regards, puis se tourna calmement et quitta la scène. Le moment fut enregistré, diffusé et rediffusé à travers le pays. Ce n'était pas seulement une revanche publique. C'était une justice poétique. Cette nuit-là, les titres des journaux proclamèrent « De la brouette à la reine, Amarachi humilie ses moqueurs au sommet national ». Trisha désactiva tous ses réseaux sociaux. Desmond rendit sa carte d'identité le lendemain matin, incapable de continuer. Mais Amarachi, elle, ne se vantait pas. Elle retourna simplement à son bureau, enleva ses talons et s'assit calmement. Car le vrai pouvoir ne crie pas. Il reste silencieux et regarde le monde s'incliner.